Voilà, merci de nous rester fidèles, de rester fidèles à nos programmes. Il est à présent l'heure du duel de dimanche, c'est politique. Déjà sur ce plateau, je m'en vais présenter Nelly Dodinou, journaliste à Crystal News et juriste par ailleurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, en attendant que votre contradicteur nous rejoigne, Mohamed El Eliamidi, acteur et analyste politique, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons peut-être commencer par parler à l'occasion de cette visite de l'homme d'affaires nigérian au président Patrice Talon, visite de courtoisie si on s'en tient à la communication de Dangote Industries. Pour vous, sous quel, beaucoup de choses ont été dites ces dernières années, fermeture de la frontière, mésentente, conflit, en tout cas beaucoup. À un moment donné, il y a eu comme une baisse de tension. Aujourd'hui, on a comme l'impression que tout paraît redevenu normal. Comment avez-vous analysé cette séquence? Bon, on peut dire que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir le Nigeria comme voisin et ne pas réussir à avoir des relations apaisées et surtout des relations de commerce. Vous savez, le Nigeria, c'est plus de 220 millions d'habitants, ce qui voudra dire c'est potentiellement 220 millions de consommateurs à côté du Nigeria. C'est 700 kilomètres de frontières que nous partageons avec le Nigeria et quand vous voyez le flux tous les matins au niveau des frontières nigérianes, vous comprendrez aisément que presque le Bénin est confondu au Nigeria et que nos dames, nos parents, tous les matins, que ce soit en passant par Odé, en passant par Kraké ou peu importe, se retrouvent au Nigeria pour faire leur commerce. Donc, on ne peut pas, dans ces conditions-là, ne pas pouvoir tenir de très bonnes relations avec son voisin. Et donc, moi, je pense que c'est bénéfique pour les deux, surtout pour le Bénin, parce que le Bénin a beaucoup attiré du Nigeria. Quand vous voyez la population, la consommation, je pense que si nous réussissons à fixer des règles, si nous réussissons à nouer des partenariats avec le Nigeria, nous pouvons produire énormément parce que juste à côté de nous, il y a un marché de consommation. En toujours restant sur cette question, est-ce que le fait que les différents acteurs soient, on peut le dire, business friendly, quand on prend le président Tinubu, pas seulement un homme politique, c'est un homme d'affaires avéré, on a Aliko Dangote, tous ces acteurs. Quand on a tous ces acteurs, y compris le président, évidemment le président Patrice Talon, qui sont familiers issus des milieux d'affaires, est-ce que ça facilite les choses? Ça n'a pas facilité les choses. Hein? Oui, en comparaison avec l'autre administration où le président n'était pas du milieu d'affaires. Voilà, parce que nous avons eu deux personnalités du monde d'affaires, un qui est président et l'autre qui est resté chef du patronat pratiquement, qui tous deux savent ce que c'est que le business, qui a intérêt et qui n'a pas intérêt, qui agit sur les intérêts de l'autre, qui piétine. Donc du coup, on est allé un peu en confrontation et les politiques n'ont pas forcément aidé à ce que la situation se décante. C'est en Afrique que nous observons ça. Faites le tour, faites le point du monde. Vous voyez le Niger et la Chine et les États-Unis. Ils sont en perpétuel conflit. Ils ont des différends diplomatiques. Mais les États-Unis savent très bien qu'ils ne peuvent pas piétiner sur les relations de commerce. Le commerce, les échanges, les prestations. Ils s'arrangent toujours, malgré leurs différends, de trouver le juste milieu. Parce qu'aujourd'hui, ni les États-Unis, ni la Chine ne peuvent survivre sans qu'il y ait un minimum sur lequel ils s'entendent. Donc malheureusement, chez nous, on braque les choses. On braque au détriment des commerciaux, au détriment même des financements chez nous. Moi, je pense que... Bon, peut-être le seul bémol, sans vouloir vous arrêter, même entre les États-Unis et la Chine, on a vu sous Trump, ça s'est braqué, il y a eu des sanctions, il y a des entreprises chinoises qui ont été pénalisées, même si aujourd'hui ça se normalise quelque peu. Donc ça peut arriver. Oui, c'est ça que je veux dire. On doit forcément normaliser, puisque chacun voit les intérêts qui sont en jeu. On peut se braquer sur le plan diplomatique, parfois militaire. Observez la guerre en Ukraine. Observez bien
ils sont braqués, ils veulent pas signer un accord de paix, ils prennent des sanctions économiques, mais ils arrivent quand même à s'entendre sur un minimum en ce qui concerne le céréal, en ce qui concerne le gaz, parce que il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre. Et le problème du Bénin depuis toujours a été cette malcompréhension du Nigeria. A dit que voilà une manne qui est à côté de nous et on ne saisit pas les opportunités. Et pendant des années, je pense que le professeur Johnny Gay l'a tout le temps dit, l'a tout le temps réitéré, qu'on ne peut pas exister à côté de ce géant, le premier pays le plus peuplé du continent africain, et ne pas pouvoir prospérer. Ce pays qui est riche en pétrole, ce pays qui est riche de ces milliardaires entrepreneurs qui investissent tous les domaines, et c'est pas possible. Et le monsieur, pendant des années, a écrit, rédigé, parlé, interpellé, et qui serait même préférable pour le Bénin d'avoir un ministère dédié aux relations du Nigeria. Le président John Guy a été ministre aussi. Oui, il est resté quand même à le dire. Il n'est pas seul. En tout cas, moi, je pense que nous avons beaucoup à tirer du Nigeria, quoi qu'on dise, et il va falloir normaliser les choses. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils l'ont compris. Voyez le décantement de la situation. C'est d'abord la rencontre entre les deux présidents. C'est vrai, elle n'a pas été formelle forcément. Elle a été une rencontre peut-être d'hommes d'affaires à hommes d'affaires. Et petit à petit, vous voyez, on a fait un pas. Et finalement, Dangote qui en 2019, qui taclait le Bénin en disant que aucun pays ne peut survivre économiquement aux côtés du Bénin, aujourd'hui pense que on peut faire autrement les choses. Tout est dans le dialogue. Peut-être qu'à cette époque, ces intérêts directs étaient en jeu. Et aujourd'hui, ces intérêts resteront toujours en jeu. C'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires ne vient pas pour vos beaux yeux. Il est là pour ses intérêts. Comment capitaliser autant et comment profiter? Voilà. Pour finir cette question, en attendant que Mohamed Hamidi nous rejoigne, est-ce que c'est toujours la faute du petit? Est-ce que dans cette histoire, le grand a toujours raison? Donc on a toujours vu ça. Quelles que soient les administrations, c'est toujours le Bénin qui est en cause. Et l'autre question pour compléter, on a vu qu'en pénalisant le Bénin pour cette question des fermetures de frontières, disons que le Nigeria, première puissance de l'Afrique, première puissance de la sous-région, a déchiré en même temps les quelques liens, en tout cas les quelques tests qu'on avait votés à la CEDEAO concernant la libre circulation des biens et des personnes. En voulant pénaliser le Bénin, le Nigeria a pénalisé en tout cas tout le circuit de Est-ce que ces signaux, même si aujourd'hui on a une nouvelle administration, ces signaux sont de nature à rassurer les autres pays parce que, évidemment, il y a sur la table cette question de mettre nos économies, d'uniformiser nos économies, nos procédures, d'aller à une monnaie unique. Est-ce que c'est, on va dire, comment on peut appeler, quand l'éléphant se fâche, l'éléphant écrase tout sans faire de discernement, parce que qu'on le veuille ou non, sur ce flanc est, le Bénin est la porte d'entrée des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ainsi de suite. Vous savez, les pays ont toujours été très jaloux de leur souveraineté nationale. Quand bien même ils sont au sein de l'UEMOA, ils sont au sein de la CEDEAO, traverser les frontières n'a jamais été une chose aisée pour les personnes et les biens. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand vous avez en face de vous un géant reste un géant. Quand les États-Unis parlent, je pense que le Sénégal aussi se range un peu. Tout est question de rapport de force sur la scène internationale. C'est pas une affaire d'amitié. Vous savez, chaque pays protège ses intérêts. À chaque pays de développer les relations et d'aller en négociation de façon équitable. Si vous pensez que seul, en étant un État seul, vous n'êtes pas en mesure de faire face aux géants nigérians, mettez-vous à 2 à 3 États francophones et allez discuter d'égal à égal avec. Le problème que nous avons souvent en Afrique francophone, c'est que nous allons négocier nos partenariats individuellement. Alors qu'en allant en groupe, en allant grouper, on peut quand même faire le poids dans la discussion. Vous savez, peu importe ce que vous avez, c'est d'abord les rapports de force. Le Nigeria, nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grande puissance économique. Elle restera pendant encore longtemps. Et dans ce cas, chaque État doit pouvoir se dire, je tire quoi, je lui vends quoi en retour. Si nous décidons d'aller dans les négociations, on doit pouvoir vendre quelque chose. Et
être à l'écoute de ce que l'autre ne veut pas. Le Nigeria, pendant longtemps, vous dit, je ne veux pas des produits importés, que vous soyez en canal qui envahissent mon marché. Parce qu'en interne, eux, ils sont en train de redynamiser leur économie. Ils sont en train d'installer des usines de production. Ils sont passés à l'étape de l'industrialisation et donc ils n'accepteraient pas une concurrence déloyale parce qu'on a une monnaie qui est un peu forte, qui permet facilement l'importation, les importations, et nous déversons sur le marché. Et les investissements locaux, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, s'il y a un État qui est protecteur de ces opérateurs économiques, vous n'allez pas lui en vouloir. C'est aux autres États de savoir que eux, ils protègent leurs intérêts. Ils veulent consommer le riz produit localement. Ils veulent consommer leurs tomates. Ils veulent consommer le sucre. Ils veulent consommer le ciment, ce qui est produit sur les territoires. En revanche, ils vous disent, produisez, nous prenons. Parce que ce que nous produisons en interne n'est pas suffisant. Mais nous refusons que vous importez ce qui viendra faire de la concurrence à mes opérateurs économiques en interne. C'est aussi simple, c'est de la protection. Personne ne veut vilipender ou bien ne veut mettre à mal son économie en interne. Donc, à chaque État de savoir qu'est-ce que je tire comme profit en allant en partenariat avec le Nigeria. Oui. Qu'est-ce que je lui propose? Quel sera les liens, les échanges commerciaux sur lesquels nous allons asseoir notre partenariat. Et je pense que si nous faisons ça, on aura moins de conflits entre nous. On n'est même pas censé être en conflit puisque nous sommes tellement liés. Naturellement liés. Oui. Tous les matins, allez-y voir le nombre de personnes. Ça, c'est encore l'informel. Nos dames, nos messieurs qui sont dans l'informel, qui vont au Nigeria et reviennent tous les jours. Et voyez dans la balance commerciale ce que ça pèse. Donc, moi, je pense que c'est déjà un grand effort, un pas, pour ne pas dire la paix des braves, pour ne pas dire un pas de géant, de finir par s'asseoir et de se demander qu'est-ce que j'apporte à l'autre, qu'est-ce que l'autre m'apporte, et sur le plan économique, qu'est-ce que nous gagnons ensemble et qu'est-ce que nous pouvions faire ensemble. C'est seulement en faisant ça que nous allons nous en sortir, puisqu'ils ont mieux à nous apporter. Nous aussi également, en étant un petit pays à côté, on peut également apporter des prestations et des services. Voilà, pour peut-être commenter un peu, en tout cas des images qu'on a vues, on a vu une réelle symbiose entre les équipes béninoises et les équipes donc je ne vais pas parler des deux personnalités, mais je vais parler du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances et des équipes de Dangote, comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. Est-ce qu'on peut dire que, en tout cas de ce qu'on a vu, que les changements ou bien les ajustements à ce niveau ont certainement aidé à décanter aussi rapidement la Forcément, situation. la diplomatie a son rôle. Hein? La diplomatie... Je vais insister surtout sur le profil des intéressés. Oui, j'en reviens. La diplomatie a forcément son rôle. Les échanges, la discussion entre deux États, c'est d'abord une affaire de diplomatie, c'est d'abord une affaire de coopération. Et celui qui est là aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères est un habitué du Nigeria. Donc, il connaît les rouages du Nigeria. Et je pense que c'est ça c'est un profil qui lui a permis quand même d'aller dans les coulisses du Nigeria, d'arriver à négocier, de trouver les mots, les échanges, les expressions, les mots qu'il faut entre les équipes pour que finalement la situation puisse être là. Vous vous imaginez, il y a 3 ans, il y a 4 ans, la tension était à son paroxysme ou bien on était dans un décibel très fort, pour ne pas dire qu'on a presque explosé le thermomètre. Mais là, vous avez des acteurs qui savent comment se parler, par qui il faut passer pour se parler, qu'il faut toucher, et finalement, vous avez un résultat. Donc, ce n'est qu'à l'actif de celui qui est là et de son équipe. Et moi, je pense que chaque fois quand on fera l'effort de taire nos égos également, surtout nos égos personnels, de faire taire nos divergences et de penser au bien-être de la communauté, je pense qu'on arrive quand même à faire quelque chose de beau et que tout le monde applaudit et on oublie réellement le passé, on se dit on avance ensemble. Voilà, on va passer à l'autre sujet. Toujours, manifestement, le Nigeria est toujours
disons, très présent dans l'actualité. On a vu à l'occasion du dernier sommet de la CEDEAO, le président nigérian qui devrait assurer la présidence de cette communauté, disons, admonester quelques avertissements pour lui, que ce soit au niveau de la gouvernance. C'est vrai qu'il y a la séquence à propos des juntes militaires, mais il y a surtout la séquence à propos de la démocratie, de la gouvernance, en quoi il croit plus jamais. Donc, on a presque, je ne dirais pas, en tout cas le premier des Nigériens a donné le ton de ce qui serait, disons, c'est son combat pour cette présidence à venir. Donc on pense inévitablement au nombre de mandats, l'actualité faisant très bien les choses. Bien avant, quelques jours avant, le président sénégalais a donné finalement sa position par rapport à toutes les spéculations qui avaient cours. Alors, comment voyez-vous, disons, cette position déjà par rapport à cette question bien précise du numéro 1 des Nigérians et en tout cas de cette séquence au Sénégal? Vous savez, le Nigeria reste quand même un pays de modèle de démocratie. Vous faites le point, les élections ont toujours été à bonne date, oui, et l'alternance toujours. Oui. Bon, même s'il y a toujours oui, ils ont eu leur passé, ils ont eu leur passé, hein, ils ont eu leur coup d'État, ils ont eu tout ce que vous voulez, parce que les États se construisent à travers les difficultés et ils se sont retrouvés finalement, ils ont trouvé leur voie, la voie de la démocratie. Et je pense qu'ils la respectent. Et il y a toujours eu élection, alternance, quand quelqu'un finit, il s'en va. Tinubu n'a que réitéré ce que Buhari a tout le temps dit pendant ses 10 ans au pouvoir. Le troisième mandat, ils n'ont jamais été pour. C'est-à-dire que c'est le respect minimum qu'on peut se donner quand on est en chef d'État. Vous venez par la voie électorale, vous venez par la voie démocratique, mais une fois que vous vous installez, vous pensez que cette démocratie n'est plus la bonne. Il faut manipuler, tripatouiller pour rester. Peu importe le prix, peu importe les vies humaines qui vont être emportées. Et ça, il faut à chaque fois interpeller nos chefs d'État. J'ai l'impression que c'est une usurpation. Vous ne pouvez pas passer par une voie qui vous a permis d'être aux affaires. Et une fois que vous venez, il faut que cette voie disparaisse pour que vous vous installez la vôtre. Et je pense que le Nigeria reste encore le pays qui nous montre la voie chaque fois, à chaque occasion. Le discours n'a pas varié. Ce qui voudra dire l'idéologie, cette école, cette idéologie politique que le Nigeria a reste et demeure. Et interpelle les autres présidents. Quand vous prenez le cas du Sénégal qui a fait qu'il a pu ouvrir la brèche, 12 ans de gouvernance. On vient par une voie démocratique, on révise la constitution pour finalement se faire. C'était un mandat de 7 ans, on dit non, moi je viens pour faire 5 ans. Après les 5 ans, on pense que c'est juteux, il faut ramener à 7 ans. On a fini les 12 années et on essaye de briguer un troisième mandat au point où, à quelques mois des élections, on leur sait, au sein du parti de Macky Sall, il n'a pas pu désigner un dauphin. On ne peut pas, à l'heure où je vous dis, identifier un dauphin parce que il a planifié aller au troisième mandat. Bon, en face de lui, bon, ça c'est vous qui le dites, mais il ne l'a jamais dit. Non, vous savez, il faut suivre les faits. Je suis analyste politique. Oui, bon, c'est pourquoi s'il n'avait pas l'ambition de troisième mandat, il aurait préparé un dauphin depuis peu. On aurait identifié à l'heure où je vous parle celui qui sera le dauphin de son camp. Malheureusement, c'est maintenant on ouvre la course à la succession dans leur parti politique. Donc c'est un fait. Peut-être que lui le sait. Peut-être que lui le sait, que les autres ne le savent pas. En fait, est-ce que, quand on regarde un peu, est-ce que les faits peut-être ne lui donnent pas raison? On sait tous, on l'a vu dans beaucoup de pays, que dès que vous annoncez, en tout cas le non, ou bien dès que vous ouvrez la voie
à votre succession de façon officielle. Bon, il faut dire que le reste du mandat, vous pouvez vous pouvez la passer tout seul, parce que tout le reste, on a vu que les partis qui sont en position, en responsabilité, en fait, personne ne s'occupe plus du tout de ce qui est essentiel, la gestion quotidienne. Tout le monde est focus. C'est une pagaille. On l'a même vu chez nous aussi. C'est parce que on a cette tendance de penser qu'on peut tripatouiller les choses. Vous allez aux États-Unis, même au Botswana. Oui, les États-Unis. Oui, je vais revenir. Je parlerai du Botswana juste à côté. Il y a des États sur le continent africain qui n'ont pas de temps à perdre dans ces histoires de troisième mandat. Il y a toujours élection au Botswana. Et ça se passe sans gêne, sans problème. Au Sénégal aussi. Jusqu'à ce que Macky Sall nous montre qu'il peut pousser. Et en face, il aura eu un Sonko qui lui tient aussi un peu la tête, qui lui met aussi la pression. C'est une gêne pour moi de penser que celui qui a aux affaires, et la Constitution lui donne le droit de briguer un mandat et un second, qu'on puisse penser, qu'on puisse douter de ce qu'après les 2 mandats constitutionnels, qu'il puisse passer au 3e. C'est qu'il y a une anomalie. Et ça reste un problème pour le continent. Et c'est ça le vrai problème. Je dis, ça ne devait même pas être un problème. On sait, une fois que tu prends le pouvoir, tu as droit à un mandat de 5 ans ou 7 ans, pas en droit. Si la population qui t'a confié son mandat te renouvelle sa confiance, tu brigues encore. Mais la Constitution dit, c'est 2 mandats renouvelables. Un mandat une fois renouvelable, point. Est-ce qu'on devait se mettre dans la tête, ou bien on devait avoir la peur de se dire, il va faire un 3e mandat? D'accord, oui, on comprend ce que vous dites, mais en revenant sur le cas du Sénégal, avant de donner la parole à Mohamed Yamidi qui nous a rejoint en parlant spécifiquement du Sénégal, est-ce qu'on peut considérer également le fait que cette question a déjà été réglée par la Cour constitutionnelle sénégalaise? Et d'ailleurs, c'est ce à quoi le président a fait référence dans son discours, que les juges constitutionnels ont ouvert la voie à un mandat, ont trouvé légal que le président sénégalais puisse, disons, comment on appelle, solliciter un autre mandat, parce que ça ouvrait, Justement, ça a toujours été le mode de fonctionnement. Ça a toujours été le mode de fonctionnement. Le monsieur, il entame son 2e mandat, dont il sait que c'est le dernier. C'est en ce moment, il ouvre la voie à une révision constitutionnelle. Non, je parle des juges constitutionnels. J'en viens. Il ouvre la voie à une révision constitutionnelle, peu importe, par référendum, par les juges constitutionnels, tout ce que vous voulez. L'objectif, c'est de remettre le compteur à 0. Mais c'est contradictoire. En politique aussi, il faut avoir ce qu'on appelle la cohérence en matière de gouvernance. C'est parce qu'ils ne sont pas cohérents. C'est parce qu'ils ont cette boulimie de toujours rester aux affaires. Le pouvoir est tellement si juteux en Afrique que quand on vient, on s'y agrippe. Je pense partout. Mais partout, mais bon, dites-moi, est-ce que Macron, là où il est maintenant, il peut s'imaginer qu'il ferait un 3e mandat? Son ancien ministre, son ancien patron du groupe majoritaire, du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, a donné son avis. Oui, qu'est-ce qu'il pourrait l'arrêter s'il le veut? Il a dit publiquement. Moi, je pense qu'ils ont atteint un niveau de maturité pour ne pas en arriver là. À un autre mandat. Non, pas du tout. D'accord. Mohamed Yamidi, sur cette question, pour contextualiser, bonjour. On parle du discours de Bola Tinubu à l'occasion du dernier sommet de la CEDEAO, où il rappelait quelques fondamentaux. La démocratie, c'est la seule voie qui peut nous sortir d'affaires. Et donc, quelques avertissements contre tous ceux qui seraient tentés de s'éterniser au pouvoir. Et comme je le disais, l'actualité faisant bien les choses, ce sommet vient après la décision de Macky Sall de ne pas, disons, préempter un autre mandat, quand bien même la Constitution lui en donne le droit, selon la Cour constitutionnelle sénégalaise. Merci, bonjour à vous, Avis, bonjour à Nelly, bonjour aux téléspectateurs, et je m'excuse pour le retard, cela ne dépendait pas de ma volonté. Sur cette question, moi, ma vision des choses est claire, parce que vous savez, de façon globale, la première des choses,
c'est que nous devons croire en le fait que le pouvoir du peuple doit toujours s'exprimer dans les urnes. La première des choses que nous n'avons pas ici, c'est la culture des urnes. Il faut que nous ayons de la culture des urnes. Il faut que nous amenions le peuple à toujours aller s'exprimer dans les urnes et à croire en le système électoral. C'est ça la chose. C'est ça qui fera que, quelle que soit l'intention que pourrait avoir quelqu'un qui est au pouvoir, même si vous parlez de 3e ou de 4e mandat, il se souviendra qu'en face, il y a un peuple qui peut toujours aller s'exprimer pour ou contre ce qu'il est en train de faire. C'est ça, moi, je pense, qui est fondamental. Quand le peuple a la possibilité d'aller s'exprimer, écoutez, prenons le cas du Sénégal, pour faire simple. Moi, je suis acteur politique, je parle de façon concrète. La violence, pour moi, c'est une bêtise humaine. Il ne faut jamais en arriver là. Tous ceux qui sont morts, qui sont blessés, machin, tout ça, c'est fini, hein, c'est terminé. Macky a annoncé qu'il ne fera pas de 3e mandat. Quand bien même on pouvait y penser, ou on pouvait penser qu'il pourrait tenter de le faire, mais le même Macky est l'exemple parfait de ce que cela ne se produirait pas si le peuple est toujours debout et qu'il va s'exprimer dans les urnes. Si le peuple croit en le système électoral, on n'aurait pas dû en arriver là. Et donc, que des leaders qui ne manqueront pas amènent les gens à s'exprimer dans les urnes. C'est ça qu'il faut souhaiter. Regardez, tout ce qu'il y a eu là, tout le mélange, tout ce qu'il y a eu, les gens sont morts, les gens sont blessés. Aujourd'hui, Ousmane Sonko se retrouve avec une condamnation. Si, simplement, on croyait... Assigné à résidence. Ça, c'est une épée de Damoclès. À tout moment, on peut agiter ça pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, maintenant, la dernière fois, j'ai lu, on a tenté de l'investir. Il ne peut pas sortir de chez lui. Voilà, donc, si on amenait le peuple à croire en ça, il n'y aurait pas tout ça. La violence, je le répète, c'est une bêtise humaine. Il ne faut jamais en arriver là. C'est pareil que ce qui est arrivé chez nous ici. Vous voyez, des gens sont morts, des gens sont mutilés en 2019, en 2021. Pas fini. Les mêmes qui ont dit que les lois ne sont pas bonnes, les mêmes qui ont dit qu'on ne peut pas aller aux élections face à ce pouvoir, que le pouvoir de Patrice Talon est gagné, les mêmes sont revenus pour aller aux élections alors que les lois n'ont pas changé, alors que rien n'a changé. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de revenir à la constitution de 1990. Aujourd'hui, que eux, ils peuvent bénéficier des avantages de ces lois-là. Aujourd'hui, qui sont en position de bénéficier de ça, les lois ne sont plus mauvaises. Et tous ceux qui sont morts dans ce temps-là sont morts pour rien. Que le système est fiable, quand on y va, il faut fiabiliser le système. Il ne faut pas rester là à dire non, on ne peut pas. Les gens, je vous ai dit, les gens ici ont dit on ne peut pas gagner face à ce pouvoir. Avec ces lois-là, l'opposition ne peut pas gagner. Mais les lois n'ont pas changé, rien n'a changé. Ils sont revenus, ils sont allés aux élections. Mais ils ont eu les députés qu'ils ont eu là. Quand ils ont gagné à Cotonou, est-ce que quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas gagné? Quand ils ont gagné à Parakou, est-ce que quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas gagné? Quand ils ont gagné à Porto-Novo, est-ce que quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas gagné? Donc c'est ça la chose. Parce que les gens de Porto-Novo ont voulu que ce soit eux qui prennent le devant. Les gens de Parakou ont voulu que ce soit eux. Et là où les gens, là où les populations, par ailleurs, ont voulu que ce soit les partis au pouvoir, c'est-à-dire l'UPR et le BR, qui prennent le lead de la chose politique, ils leur ont donné le pouvoir et aujourd'hui ils se sont retrouvés en grande majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça ce que nous disons. Et aujourd'hui que ces opposants se retrouvent dans cette posture, les lois n'ont plus de problème. Aujourd'hui, qui peuvent en bénéficier, eux, qui peuvent toucher les 120 et quelques millions, je ne sais pas exactement combien. Les lois n'ont plus de problème. On n'a plus besoin aujourd'hui de revenir à la constitution de 1990. Non, on n'en a pas du tout besoin. Aujourd'hui que c'est à leur tour d'être chef de file de l'opposition, les lois n'ont plus aucun problème. Donc c'est ça la chose. Ceux qui n'ont pas compris et qui sont sortis, qui ont donné leur vie, qui sont morts, les familles des blessés, des morts, des mutilés, tout cela, c'est eux aujourd'hui les grands perdants. Et malheureusement, certains d'autres qui se sont retrouvés en prison, auxquels ceux qui sont aujourd'hui députés n'y pensent même plus, puisque les lois n'ont plus de problème. Non, ils en parlent. Ah d'accord. Sur cette question, est-ce que, comme Mohamed Gamili le dit, est-ce que le véritable problème n'est pas à ce niveau? Tant qu'on peut voter, tant qu'on peut s'exprimer, celui qui est au pouvoir peut faire, on peut dire, on griffe toutes les jacasseries qu'il veut. De toute façon, on l'a vu, Wade et Macky Sall, et qu'au final, si le peuple décide, ça passe. C'est très naïf de parler de cette façon. Oui. Quand on veut vraiment analyser les choses de façon objective, sans parti pris, on revient sur le cas du Sénégal. Au Sénégal, depuis peu, les gens réagissent parce qu'ils ont peur. Parce que Macky Sall décide de qui va aux élections.
Voyez le cas de Barthélémy Diaz, voyez le cas de Khalifa Sall, c'est-à-dire que, voyez le cas de Karim Wade, c'est-à-dire tous ceux qui sont s'il vous plaît. Oui. Vous savez, on a 1000 manières d'éliminer un adversaire. 1000 manières. Ceux qui détiennent le pouvoir connaissent les rouages pour éliminer l'adversaire. Ce qui est plus facile, c'est de vous coller une affaire judiciaire. Et ça passe. Khalifa Sall a été écarté pour la présidentielle passée. Karim Wade également. Aujourd'hui, les mêmes qui les ont écartés avec une décision de justice se sont retrouvés je sais même pas, dans leur dialogue politique pour dire il faut trouver la formule pour qu'ils reviennent. Oui. Parce qu'entre-temps, le potentiel candidat ou bien le candidat qui lui fait face, lui aussi a écopé d'une affaire. C'est-à-dire que quand celui qui a aux affaires décide d'éliminer ses adversaires, il trouve le moyen, soit par la justice, soit par l'élimination. Allez au Congo actuellement. L'élection est en train d'être préparée. Suivez l'actualité de l'autre côté. C'est le fichier électoral. Les gens ne sont pas pour. Allez encore plus loin. Nous avons connu le cas de Raila Indiga. Même la Cour constitutionnelle ou bien ce qui s'apparente à la Cour suprême. La Cour suprême a une fois annulé une élection avec Uhuru Kenyatta. Donc, faire confiance à quel type de système? Il faut d'abord avoir un homme qui croit lui-même aux instances. Il faut d'abord faire attention à celui qui est aux affaires. Nous avons connu la guerre de la Côte d'Ivoire. Nous avons connu la crise. Celui qui a déclaré en premier Gbagbo élu, Yaoundé, a revenu encore dire c'est pas lui. Et déclaré, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de le peuple que le peuple. Mais il y a un système qui est installé. Il y a un système qui est installé qui empêche le peuple de s'exprimer. Donc, si allez au Gabon, Ali Bongo, malgré alité tout et tout, prendrait le pouvoir. Non, il n'est pas alité, il marche, il a toute sa tête. S'il vous plaît, quand vous êtes digne, responsable, c'est pas une image qu'on peut renvoyer à travers un État. Ne me dites pas ça. Donc, un griffe, un handicapé ne peut pas gouverner. Vous savez, c'est pas un handicapé dont je parle. Bon. Je parle de quelqu'un qui a aux affaires depuis... Je parle de quelqu'un qui a aux affaires depuis 17 ans, qui a hérité. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'esthétique d'abord dans ce que nous faisons en matière de gouvernance. Quand on dit le peuple, tant que celui qui a aux affaires décide de manipuler, le cas déjà va se poser encore en Centrafrique. C'est-à-dire, on a un problème en Afrique et il faut avoir le courage de le dire. Un pays qui a à moitié même, je ne sais même pas s'il arrive à gouverner il gouverne à peine une portion Bangui aux alentours. Mais c'est celui-là qui pense qu'il faut encore faire une révision et puis les tensions sont là. Vous savez qu'on a un problème. Le troisième mandat reste un syndrome. Et je pense qu'il faut, pour les hommes, les chefs d'État qui viennent aux affaires de se dire, nous sommes venus pour une mission accomplie, on vous remercie. Si vous l'aviez bien fait, on vous renouvelle le mandat. Votre mandat terminé, il faut préparer la relève. Vous n'êtes pas seul maître à bord. Il n'y a pas que vous dans votre parti. Autour de vous, c'est des militants. Autour de vous, c'est des cadres. Et ces cadres, il faut les former. Il faut les former à la gouvernance de la chose publique. Que de se dire, je suis le maître du Dieu et de la terre, seul à gouverner un État. Et malheureusement, ce sont les gens qui meurent. Peu importe le pays, chaque acteur politique à son militant. Aussi violent qu'il soit, il aura des militants. Aussi niais qu'il soit, il aura des militants. Donc, chaque leader politique, dès qu'il sort sa voix pour dire, mobilisez-vous, il y aura toujours des gens prêts pour le faire. Toujours. Ma question maintenant, parce que vous avez listé toutes les affaires, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, et ça veut dire que, comme beaucoup le pensent, parce que ce sont des opposants, ils sont forcément innocents. Puisque ça revient à ça. Bon, on condamne un opposant, non, c'est seulement, c'est parce que, non, laisse-moi finir, c'est parce que celui qui est au pouvoir veut leur tête. Trump n'a pas, on parle de l'Afrique, Trump n'a pas dit autre chose la dernière fois qu'on l'a inculpé. Ah non, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir, les démocrates, ne veulent pas que j'aille aux élections. Donc ça veut dire que la parole comme dans nos pays, la parole de l'opposant ou bien de l'opposition est toujours sacralisée, et celui qui est au pouvoir est forcément quelqu'un qui veut trépatouiller. Parce que c'est les conditions dans lesquelles les affaires arrivent. Et à la fin, tout le monde voit derrière une main politique. D'accord, voilà. Je prendrai le dernier cas
Je prendrai le dernier cas de Sonko. Oui. Voilà quelqu'un depuis 2 ans. On l'a poursuivi pour agression sexuelle et menace de mort. Oui. On dit qu'il y a les vidéos. Il y a tout ce qui peut prouver sa culpabilité. Ils sont allés au procès. Même si c'est un procès, il sera condamné par contumace. Ils n'ont pas pu prouver. Oui. Donc il n'a pas été condamné pour viol. Ils n'ont même pas pu prouver viol et agression. Ils n'ont pas pu prouver la menace. Et c'est au cours du procès qu'on sort une autre infraction qui n'a pas été... Non, ça a été démenti. Non, ça a été démenti publiquement. S'il vous plaît. Corruption de la jeunesse était dans l'acte d'accusation depuis le début. On ne peut pas dire que non, ça n'est jamais apparu au procès. Jamais. Ça a été dans l'acte d'accusation depuis le début. Et personne ne l'a contesté. Ça, c'était une fausse information qu'on a divulguée. Moi, j'ai essayé de lire un peu. Oui. J'ai essayé. Au fait, il y avait... Nous sommes dans le droit au romano-germanique. On n'est pas dans le droit anglo-saxon. C'est dans le droit anglo-saxon, on fait la sommation des crimes que vous voulez. Si nous restons dans le droit romano-germanique, le crime le plus élevé qu'on voulait le condamner, c'était quoi? Agression sexuelle, viol. Oui, viol, oui. Tout à fait. Oui. À la fin, il sortira avec... 10 ans ou plus, parce que pour les réquisitions, avant même le verdict... À la fin, il sortira avec quoi? Corruption sur la jeunesse. La jeunesse, oui. Tout simplement. Donc, si vous prenez ça, ce qui voudra dire quelque part, il y a eu envie de condamner. Tout simplement. Il faut lui donner la peine juste qui lui convient pour qu'il soit écarté. Si c'était vraiment une justice, la vraie, la fiable, depuis qu'il a été condamné, on lui aurait notifié sa condamnation et son mandat de dépôt. Il est là, à résidence. C'est même pas condamné à résidence surveillée. Il est là, on l'a mis, on l'a déposé. C'est juste pour vous dire le vrai visage de la justice. C'est se leurrer de croire que la justice fait son travail. Nous avons eu aussi nos cas, nos dossiers ici. Le dossier aujourd'hui, c'est pas le Bénin. Prenez chaque État, prenez les pays qui sont en conflit juste parce que il y a un monsieur qui décide qu'il est le seul à même de diriger ce pays. Et voyez les dossiers qui sortent. Quand vous prenez le cas du Sénégal, c'est-à-dire que il y a une manière de retirer le pouvoir de vote au peuple. C'est ça que je voulais dire à Mohamed, qui n'a pas encore compris. Celui qui détient tout le système, les rouages, arrive quand même à imposer un candidat. C'était le cas avec Khalifa Sall, c'était le cas, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait vous menacer dans votre élection, vous les mettez de côté. Regardez la Côte d'Ivoire. Il a fallu que Ouattara, le tout-puissant Ouattara, puisse aller aux élections avec Kakabe. Justement parce qu'il faut aller avec quelqu'un en fait valoir pour gagner. On a le cas aussi, c'est répété au Bénin. C'est-à-dire que c'est un mode de gouvernance que, tout comme s'ils s'en vont en conclave en dehors des sommets de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Union africaine, ils ont un autre creuset où ils réfléchissent à chaque fois comment on fait pour garder le pouvoir. Quand quelqu'un peut manipuler la justice, quand quelqu'un peut essayer de garder le système électoral, le fichier électoral, de le dépatrouiller, ne me dites pas que le peuple a ce droit de vote. D'abord, on lui retire le choix en matière de candidat. Si mon candidat ne peut pas aller aux élections, j'ai quel choix de vote? J'ai quel choix de vote? Mais vous reportez sur notre candidat. La confiance, À quel moment le attends, un instant. la confiance que vous demandez au peuple de l'avoir, il faut d'abord que les leaders puissent travailler à ce que nous ayons cette confiance. Et que la machine électorale on ne soit pas sceptique. C'est-à-dire qu'on va à une élection, on se dit, il a déjà gagné d'avance. Quand bien même le peuple se dit, c'est celui-là je veux. Ou bien, le gars, il ne maîtrise plus les choses et il perd le pouvoir. Alors que c'est un meilleur leader, il pouvait rester au pouvoir, continuer son programme. Pour finir, je dirais, pour les générations à venir, ceux qui s'engagent à politique, j'ai été un peu dur avec Sonko dans l'une de mes réflexions. J'ai même posé la question, est-ce le DSK sénégalais? Quand on aspire... C'est une comparaison. Oui, j'ai fait une réflexion. Quand on aspire à de grandes choses, quand on aspire à dirigeant en État, on se tient. On se tient, on se réserve, on fait des sacrifices. C'est comme quand vous rêvez d'être un athlète, vous ne devenez pas obèse comme moi. Vous vous mettez au sport tous les jours. C'est une manière de parler. Oui. Vous vous mettez au sport tous les jours. Vous avez une hygiène alimentaire, ce qui voudra dire, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut faire des sacrifices parce qu'on rêve grand. Mais se laisser à des choses qui peuvent vous compromettre, c'est une insulte à vos militants. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que des gens perdent leur vie
parce que quelqu'un n'aurait pas retenu ses pulsions, parce que quelqu'un ne serait pas prêt à faire des sacrifices. Et Obama a montré l'exemple à travers le monde et devait inspirer chaque Africain, chaque leader africain qui pense gouverner un État doit pouvoir avoir une hygiène de vie. Obama, une maîtrise de soi. Des primaires jusqu'à les 8 ans de gouvernance et après, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un seul dossier. Ça doit nous inspirer. Voilà. Je suis sûr que vous avez fini par me rejoindre sur le fait que vous êtes contre les violences. Et ça va du fait de ceux qui conduisent les hommes, ceux qui se disent leaders. Donc, je suis heureux que vous aboutissiez à ça. Parce que vous savez, quand on se réfère toujours à ce cas-là, quand vous êtes leader politique, quand vous êtes leader, quand vous voulez ce que les gens croient en vous, plus les gens croient en vous, plus vous avez du pouvoir. Et si vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, comment voulez vous protéger ceux qui croient en vous, ceux qui sont derrière vous, ceux à qui vous donnez des mots d'ordre et que vous ne pouvez pas les protéger? D'où ce qui est arrivé, d'où le fait que les gens meurent, d'où les violences qui n'est rien d'autre, comme je le dis, qui n'est rien d'autre qu'une bêtise humaine. Et donc, à partir de ce moment, il faut fiabiliser le système électoral. Amener le peuple à toujours aller s'exprimer dans les urnes, parce que quand le peuple vote, le peuple gagne. Personne ne peut voter le peuple quand il ne peut voler le peuple, le vote du peuple quand il a vraiment voté et quand il a gagné. Et donc, je finirai sur ce point-là en disant ceci. Vous avez cité tout à l'heure les exemples, vous parlez de Macky et Khalifa et Kati. Macky même est un exemple. Parce que si dans l'ordre des choses devaient se faire dans l'ordre au temps de Wade, ce n'est pas Macky qui se retrouvait face à Wade. Et donc, ça s'est passé comme ça. Lui s'est retrouvé parce que le peuple a cru dans le système électoral, parce que le peuple est allé voter. Lui, il a gagné. Et donc, la même chose, ce même peut rééditer l'exploit et ça peut continuer comme ça. Et donc, je le maintiens. Il n'y a que de cette façon qu'on peut s'en sortir. Donc, pour moi, les choses sont claires. La violence, il ne faut jamais en arriver là. Moi, il y a une démocratie que j'adoube, c'est la démocratie israélienne. On n'est pas d'accord, enfin, aux unes. Pour la moindre chose. Bon, je sais quand je ne rêve. Ils sont dans les rues, je ne dis. C'est une manière de s'exprimer. Mais ils ne vont pas à la fois. Ils sont dans les Actuellement, il y a une réforme qui doit se faire là-bas sur la justice et les gens ne sont pas d'accord. Ils iront. Après, quand la réforme sera adoptée à la majorité, il y aura encore des votes. Si le gouvernement bloque une vote, ils iront aux élections. Ils vont encore choisir une autre majorité alternative jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Et c'est ça le problème des pays africains. Le fait de ne pas pouvoir s'entendre sur l'essentiel et aller trouver une majorité alternative pour changer ce qui est là, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et tout ça réside dans le fait que les partis, en réalité, comme vous le dites, les partis ne fonctionnent pas comme ça devrait pour préparer les cadres de demain. Parce que si les partis fonctionnaient, ce à quoi nous aspirons aujourd'hui, si les partis fonctionnent, c'est de là qu'on doit savoir qu'on doit avoir des cadres qui vont bien diriger le pays afin que les gens ne se retrouvent pas avec des dossiers comme vous êtes en train de le dire. Regardez ici, dans ce pays, quand quelqu'un dirige, quand quelqu'un a eu à occuper un poste, une fonction, que ce soit ministre, que ce soit directeur général, on s'attend à ce que, à la descente, on s'attend à ce que, lorsque le type n'est plus au poste, on s'attend à ce qu'on l'arrête, on s'attend à ce qu'on le jette en prison. C'est-à-dire que c'est quand on le voit arrêter là qu'on trouve que c'est normal. Mais quand tu as eu à gérer, quand tu as eu à collaborer avec un chef d'État et que après tu es libre, on dit non, que c'est parce que tu as pacté avec celui qui l'a remplacé, que tu es libre de tes mouvements, que tu peux aller et venir, que tu peux parler, que tu peux même t'opposer à la personne parce que tu as eu à dealer avec celui-là et non pas. Parce que tu as bien quand on t'a confié une parcelle du pouvoir, tu as bien pu gérer. Et on ne fait pas ça ici. Et quand vous regardez, et moi c'est quelque chose qui me cœure, et je voudrais que nous prenions conscience de cela. Jamais on ne dit que telle personne, il a bien fait, qu'on célèbre, qu'on arrive à célébrer ceux qui ont bien fait. C'est toujours mal de gestion, 10 ans, 20 ans... Quoique je ne parle pas du fait qu'on condamne les gens, cela devait amener les gens à changer. Mais c'est-à-dire que c'est ça qu'on célèbre, c'est ça qu'on trouve qui est bien. Or, ce qu'il faut promouvoir, c'est le fait que les gens, quand ils arrivent à accéder à un poste, parce qu'ils l'auraient voulu ou parce que quelqu'un les aurait placés, qu'ils puissent ne considérer que le fait de servir le peuple et de bien servir et s'attendre à ce que le lendemain déjà je peux quitter et donc je dois bien faire pour que quand on dit ça y est, je puisse partir sans avoir voilà. Ma question maintenant, j'avais tenté de vous la poser tout à l'heure par rapport à des démocraties encore plus matures que nous. Est-ce que chez nous en Afrique, on ne s'auto-flagelle pas aussi un peu trop gratuitement? On ne s'avilit pas nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, la situation que vous avez décrite tout à l'heure s'est produite déjà 2 fois aux États-Unis, dans une des démocraties les plus, on va dire, les plus épanouies, où encore une fois, on a mis un opposant,
On va le dire ainsi, oui, parce qu'il est opposant aux démocrates, c'est un républicain, il est plutôt frontal. On a inculpé quelqu'un, un ancien président et candidat potentiel pour les prochaines élections, pour des dossiers précis, avec encore, ça c'est le système américain, un procureur qui est partisan, ça c'est connu, c'est assumé, c'est le système américain qui fonctionne comme ça. Et comme on va dire, comme un opposant africain, il dit ah oui mais écoutez, c'est parce qu'on m'en veut, on ne veut pas que je vienne au pouvoir et ainsi de suite. Donc est-ce que chez nous on ne se comment on appelle, on ne s'auto-flagelle pas parfois gratuitement? Parce que, oui. Vous savez, c'est pas la même maturité. Hein. C'est pas la même maturité. Et la démocratie, c'est une quête perpétuelle. Et quand vous avez les institutions qui tiennent debout, aussi fou que sera celui qui sera le chef de l'État, on saura toujours le canaliser. C'est le cas de... Ah oui, on a vu des gens débarquer au Capitole. Hein. Personne n'a pu canaliser personne. Non, si. Le vote a été fait. Oui, a été fait, mais bon, on va dire que c'est une balle qui a pu arrêter la situation. Et puis les gens sont en train d'être condamnés. C'est pas que aux États-Unis, en France également, Sarkozy vient d'être... il est le premier président à être condamné, un ancien président à être condamné. On ne s'auto-flagelle pas. Mais parce que de l'autre côté, les gens font suffisamment confiance à la justice. Suffisamment. Vous verrez très peu de personnes dire c'est parce que c'est politique que c'est arrivé. Ah, mais s'il vous plaît, ici, chez nous, malheureusement, en Afrique, on a tout fait d'instrumentaliser la justice. Au point où, quand il s'agit d'une affaire politique ou d'un homme politique, je ne parle pas des affaires classiques. On se dit, la justice, elle est aux ordres. Pourquoi on est arrivé à cela? Comment c'est arrivé? C'est vrai, on a dit séparation des pouvoirs. Mais les trois pouvoirs sont amenés à quand même collaborer. On est d'accord. Mais comment se fait-il que, à chaque fois quand il y a un dossier concernant un acteur politique ou un dossier politique, dans l'inconscient ou dans la conscience collective, c'est une affaire d'État. Oui, d'où ma question. Quand je reprends les... C'est pas pour vous couper, c'est pour contextualiser. Quand je reprends strictement les angles que vous avez pris, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Toute la droite française, jusqu'à aujourd'hui, crie à l'instrumentalisation de la justice. C'est les mêmes griefs. On a dit même la procureure qui a condamné, vous écoutez, il y a telle année, elle a dit ci et tout ça, que c'est une instruction à charge. Toutes les condamnations de Sarkozy ont donné lieu à ça. Aux États-Unis, c'est pareil. Toute la droite républicaine dit la même chose. Sénateur, en tout cas, vice-président, tout le monde dit la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'aboutit pas aux violences qu'on a chez nous. Parce que là-bas, il y a une justice. Encore, les peuples font confiance encore en cette justice. Une grande majorité. Ceux qui vont réagir, souvent, ce seraient les partisans. On est d'accord, nous sommes sur le terrain politique. Chaque partisan réagirait. Quand vous prenez le dossier de Trump, voyez le nombre d'accusations, le nombre de chefs d'accusation empilés. Et les preuves, parfois, sont en train d'être livrées même publiquement. Et quand vous êtes dans un truc du genre, vous acceptez d'une manière ou d'une autre le verdict qui viendra. Quant aux politiques de dire, ah, c'est politique, c'est une échappatoire. Mais ce qui nous fait en Afrique, c'est-à-dire que les exemples sont tellement à foison. Allez au Cameroun, prenez le professeur Maurice Kamto, il est jeté en prison tout le temps. Au Gabon, vous avez des cas. Actuellement, en RDC, il y a quelqu'un, un ancien ministre qui est décédé, mitraillé. Il y a des cas. C'est-à-dire que chez nous, c'est devenu une affaire, c'est légion. Ce n'est pas l'exception. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas érigé en mode de vie, en mode de gouvernance. Et quand ça arrive une fois, c'est normal que les voix critiques puissent s'exprimer. C'est normal qu'on puisse dire ça, c'est politique. Vous connaissez les dossiers de Sarkozy. Autant que vous avez eu le temps de lire les procès. Vous avez eu le temps de suivre les procès. Ce n'est pas un dossier 2, 3. On a eu les affaires de valises, on a eu les écoutes téléphoniques, on a eu autant de dossiers, autant de chefs d'accusation pour quand même arriver là. C'est l'exception. Faites le point et voyez, on dit c'est le premier ancien président dans le système français à être condamné. Mais chez nous,
C'est le mode de gouvernance. Bon, pas chez nous, il n'y a pas encore de... Quand je dis chez nous, je parle du continent africain en général. Depuis que je parle ce matin, je n'ai pas ramené le cas au Bénin. Je dis chez nous, quand je dis chez nous, je parle en tant qu'Africaine, je parle du continent africain. C'est-à-dire que c'est érigé en mode de gouvernance. Vous les verrez, quand c'est un adversaire, on l'élimine. Que ce soit pendant la Révolution, ça a été une manière de régler les comptes. Pendant que les gens ont accepté aller à la démocratie, c'est resté toujours la même chose. L'opposition a toujours été matée, l'opposition a été toujours criblée de balles. Quand vous êtes là, c'est pas l'autoflagellation, c'est les faits. L'exception, oui, chez les autres, c'est rare. C'est un fait rarissime. Mais chez nous, c'est un mode de gouvernance. Il faut éliminer pour rester. Toute voix discordante, il faut l'éliminer. Soit on dépose en prison, on condamne lourdement, soit on l'élimine physiquement. Et ça doit nous interpeller. Eux, ils ont gouverné comme ça. Depuis 20 ans, c'est comme ça. À ceux qui viennent bientôt, les Liamidi qui sont devenus acteurs politiques doivent se l'inculquer désormais pour savoir. Quand vous aspirez à la chose politique, quand vous aspirez gouverner, vous devez l'intégrer que la démocratie, c'est le choc des idées. C'est le choc des idées. On doit pouvoir dire, oui, je ne suis pas d'accord. Voilà mon offre politique. Celui qui gouverne là, je ne suis pas d'accord pour sa gouvernance dans tel domaine, dans tel domaine. Voilà ce que je propose. Si je suis élu, voilà ce que je pourrais faire. Et qu'un autre qu'on puisse être là à surveiller ce que vous faites. On ne peut pas venir au pouvoir démocratiquement et se dire, je suis là ad vitam. Voilà, il nous reste 1 minute, je vous laisse la minute pour conclure. L'acteur politique. Oui. Jamais chez nous, on a mis quelqu'un en prison ou condamné quelqu'un à une peine de prison parce qu'il a dit « je ne suis pas d'accord, si moi j'étais au pouvoir, j'allais faire comme ça ». Depuis, nous on l'a toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Et, en tout cas, moi je ne connais pas, citez-moi un nom où la personne a dit « bon, je ne suis pas d'accord, sur tel point, si nous on était là, voilà comment on allait faire ». Ou bien ce que vous faites là, on pourrait faire mieux en faisant comme ça. Je ne connais pas quelqu'un qui est coupé d'une condamnation pour cela. Et comme je le dis encore une fois, on peut chercher à éliminer tout le monde. Il va de la posture de celui qui est au pouvoir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est clair, ce qui fonctionne toujours et qui n'a jamais manqué de fonctionner, et tout le débat, durant tout le débat, on l'a reconnu, on est revenu là-dessus, c'est qu'il n'y a pas autre chose que de fiabiliser le système électoral. Et que quand on vote, quand le peuple vote, gagne. Ça a toujours marché. Ça marchera toujours. Quelle que soit la volonté de la personne qui est là. Encore que moi, je ne connais pas quelqu'un vraiment, il faut aller de Macron tout à l'heure, qui a envie de laisser le pouvoir. Mais donner la possibilité aux gens d'aller s'exprimer. Même si c'est le dindon que vous mettez en face, si le peuple dit que c'est en lui qu'il voit son salut, il le mettra là. Et ça passe toujours. Donc pour moi, je n'ai pas à m'auto-flageller. Que démocratie ou pas, chaque peuple a ses réalités et on essaie de s'adapter. Voilà, en 12h30, là on a outrepassé le temps qui nous est imparti. Mais bon, merci beaucoup. Merci, j'en perds mes mots, Nelly Dodinou, le débat était intéressant. Journaliste, juriste, merci pour vos apports de ce matin. Merci Mohamed Liamidi, acteur politique et juriste politique, et analyste politique également. Merci pour vos apports pour ce duel. Mesdames et messieurs, je vais laisser le plateau à Angèle Toboula et ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.